Bonjour à tous et bienvenue au potager durable. Alors en ce moment, on est dans une période qui s'appelle le plein printemps. Alors qu'est-ce que c'est le plein printemps? Eh bien c'est une période qui démarre à la floraison des forsythias. Alors là, on voit qu'elle est déjà passée. Là, il reste à peine quelques petites fleurs jaunes chez moi. Et cette période du plein printemps, eh bien, elle se poursuit avec la floraison des cerisiers. Alors chez moi, là, on est en plein dedans. Et c'est une période qui se termine avec la floraison des lilas. Alors la floraison des lilas, il est là. Ça commence à peine un petit peu, mais on n'y est pas tout à fait. Alors le plein printemps, c'est une période intéressante parce qu'elle permet de se lancer sans gros risque d'échec dans les semis des légumes qui sont bien de chez nous, comme les pois, les épinards, les radis, les carottes, et puis au niveau des aromatiques, le persil. Et ça, c'est parce que la terre, en fait, à ce moment-là de l'année, elle a commencé à se réchauffer et elle a atteint le seuil de 10 degrés. Et 10 degrés, ça permet justement à toutes ces graines de tous ces légumes de germer correctement. Et même s'il y a encore parfois des petites gelées, eh bien, les légumes que je viens de citer, ils ne craignent pas les petits gels comme ça, ils survivent sans problème. Et le plein printemps, c'est aussi une bonne période pour commencer à planter tous les plants qu'on a élevés sous abri, comme les choux ou les salades. Alors je vous invite maintenant à venir faire le tour du potager et on va commencer par les premières récoltes. Ça, c'est du fenouil qui pousse là. Et je vais vous montrer deux manières de cultiver le fenouil. Alors d'abord la manière classique. Donc là on voit c'est un fenouil tout à fait normal qui a été planté début octobre, donc qui a passé l'hiver ici. Et donc je vais le récolter de manière classique en coupant à ras donc le bulbe qui est formé. Voilà, donc là on a un beau fenouil. Et maintenant je vais vous montrer la deuxième méthode. Alors je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, là on a un autre type de fenouil, c'est exactement la même variété. Mais celui-là, il a été planté au mois de mai de l'année dernière, donc bien avant le premier qu'on a vu. Il a été déjà récolté une fois l'été dernier. On voit le reste de la tige là que j'avais coupée. Et au lieu d'enlever les racines, je l'avais laissé en terre. Et le fenouil, si on le laisse en terre, eh bien, il va fonctionner comme une plante pérenne, comme une plante vivace. Et il va reformer des petits bulbes sur des tiges, sur des départs latéraux. C'est des repousses en fait. Et alors on va avoir des bulbes plus petits, mais ils seront plus nombreux. Au lieu d'en avoir qu'un seul, on en a 3-4. Et on peut les récolter pareil, en les coupant. Voilà, ça donne des petits bulbes comme ça, qui sont très bons aussi. Et du coup, on peut garder un fenouil comme ça plusieurs années de suite. Il me reste encore pas mal de poireaux au jardin. Alors tous ces poireaux qui avaient été plantés au mois de juin de l'année dernière, ils ont grossi pendant l'été et pendant l'automne. C'est assez long à grossir un poireau. Et on a pu faire des récoltes pendant tout l'hiver pour faire des bonnes soupes. Et alors il se trouve que maintenant j'ai besoin de la place sur cette plate-bande pour planter autre chose. Donc ce que je vais faire, eh bien vous allez voir, je cueille tous les poireaux, je déterre tous les poireaux et je vais les mettre en jauge. Alors qu'est-ce que c'est qu'une jauge? Eh bien c'est tout simplement un trou qu'on va creuser dans la terre et qui va servir à conserver des légumes. Donc un trou d'une profondeur de bêche à peu près, pas besoin que ça soit très profond. Ensuite j'y mets simplement mes poireaux dedans, à peu près à la même profondeur qu'ils étaient quand je les ai récoltés, enfin ça n'a pas une grande importance. Je rebouche le trou avec la terre et ça va permettre que les poireaux se gardent comme ça jusqu'à plusieurs semaines. Et alors pour les récoltes, enfin pour s'en servir, il suffit d'en prélever à l'unité, un par un, au fur et à mesure des besoins. Alors là j'ai sorti les gants, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que sur cette plate-bande de betteraves, eh bien, il y a les orties qui se sont invitées. Alors les orties, quand ça pousse au printemps, les jeunes pousses, là c'est délicieux. Je me suis fait quelques soupes d'orties dernièrement. C'est vraiment chouette et bourré de vitamines. Et alors vous voyez aussi, c'était la seule plate-bande qui n'était pas paillée de mon potager. Donc qu'est-ce qui se passe quand on paille pas? Eh bien il y a les mauvaises herbes qui poussent, qui envahissent presque. Là on voit il y a des graminées là. Et alors on va cueillir les betteraves
qu'est-ce qu'on a là? Ici, il y en a une. Alors, c'est une variété qui s'appelle Cylindra, qui fait des betteraves qui sont pas très grosses, qui sont cylindriques et qui sont vraiment très très goûteuses. Et là, vous voyez, on est fin mars, là. Il en reste encore quelques-unes. Elles ont été plantées à la fin du mois de juin, si je me souviens bien. On les a récoltées tout l'automne et vous voyez que ça passe très bien l'hiver et on peut encore en récolter pendant le début du printemps. Là, on a deux variétés de choux qui sont complètement différentes. Ici, on a le chou kale et ici, on a le brocoli à jet. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Le chou kale, bon, ça s'appelle aussi du chou frisé. C'est un chou qui ne pomme pas, vous voyez. Et alors, on récolte les feuilles une par une. Ça fait des grosses feuilles pendant tout l'hiver. Là, on arrive sur la fin, là, il est en train de faire des fleurs, là, doucement. On arrive sur les dernières récoltes. Alors, ça peut se cuisiner à la vapeur, en soupe. On peut même faire des chips de kale, si on veut. C'est vraiment un chou très pratique, parce qu'on n'est pas obligé de récolter une grosse pomme à la fois. Et ici, on a le brocoli à jet. Alors ça, c'est complètement différent. Là, je vais vous montrer de plus près. Voilà, pourquoi à jet? Mais parce que on a ces petits jets là qui se forment partout. C'est des petites tiges avec des inflorescences au bout, comme un brocoli normal en fait, mais beaucoup plus petit. Et alors, ça se coupe au ciseau comme ça. Et puis une fois qu'on a récolté un certain nombre, on peut les cuisiner. Alors le mieux c'est à la vapeur, ça cuit très vite, hein. En 5 minutes c'est cuit à la vapeur douce. Et ça a un petit goût de brocoli en fait, mais c'est vraiment sympathique. Et pareil, comme c'est des toutes petites tiges, et bien on en cueille juste la quantité désirée. Dans une omelette, ça peut être très bon par exemple. Pour les tomates, vous l'aurez deviné, bien sûr, c'est la technique de la bouteille que je vais privilégier. Alors j'ai rempli déjà du terreau dans le fond. Je vais semer les graines. Alors ça, ce sont des graines que j'ai récupérées moi-même l'année dernière avec la fameuse technique de l'essuie-tout qui permet de faire ça en 2 minutes. Et pareil pour les semer, c'est encore plus rapide. Donc là, je prends 3 graines. Hop, je pose ça dans la bouteille. Avec le bout d'essuie-tout qui va se décomposer, il n'y a pas de souci. Je rajoute un petit peu de terreau. Et voilà, c'est fini pour celle-là. Il n'y a plus qu'à les mettre au chaud maintenant sur le tapis chauffant à l'intérieur de la maison. Et en 5 ou 6 jours, ça va germer. Je ne sais pas si vous réussissez facilement à vos semis de carottes, mais chez moi c'est assez aléatoire parce que ma terre est assez grumeleuse en fait avec toute la matière organique que j'apporte. Même si je fais des petits sillons avec du terreau, les carottes lèvent vraiment pas tout en même temps et c'est quand même assez aléatoire. Alors cette année, je vais essayer quelque chose de nouveau au niveau des carottes. Je vais essayer de faire des semis en godets, mais pas dans des godets classiques parce que les carottes ça fait des longues racines très fines. Et au moment du repiquage en pleine terre, enfin quand on démoule les godets, si on tord cette racine ou si on la brise, là c'est fichu, la carotte elle sera pas belle. Alors j'ai eu l'idée de prendre des rouleaux de papier toilette comme ça. J'en ai collectionné pas mal là pendant l'hiver et je vais donc semer mes carottes dedans. Donc là je remplis avec du terreau là en tassant bien. Et donc l'idée, ça va être de semer quelques graines de carottes dedans. Donc je vais semer juste quelques graines dans chaque rouleau. Je vais les faire lever à l'intérieur de la maison, au chaud. Comme ça, le taux de germination va être de 100%. Et après, je les sortirai dehors, au soleil. Elles vont grandir un petit peu. Je vais les éclaircir pour garder une seule carotte par rouleau. Et puis quand elles feront, je sais pas, 5 cm de haut par là, je compte les planter en pleine terre au potager sans démouler le rouleau, c'est-à-dire avec le rouleau dans la terre. Et comme c'est du carton, ça va se décomposer très rapidement avec l'humidité. Et comme ça, la carotte, elle ne sera pas dérangée, elle pourra aller plonger sa racine dans la terre du potager et le corps, le reste sera bien maintenu et elle sera déjà grande et elle n'attirera plus les ravageurs. Pour les petits pois et les haricots, le contenant que je préfère, ce sont des godets, comme ça, des pots, si on veut plutôt, des pots d'une dizaine de centimètres de diamètre. Et alors là, je vais semer une dizaine de graines dans chaque pot. Voilà, que ça fait l'équivalent d'un poquet quand on les sème directement en pleine terre. Et ça va permettre d'avoir
des plants de petits pois qui germent sans souci à la maison avec les bonnes conditions, et quand ils feront entre 5 et 10 cm de haut, c'est-à-dire d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près, et ben je les planterai au potager en les espaçant. Alors je ne vais pas m'amuser à démouler et puis à démarier chaque plant de pois un par un. Non, c'est le pot en entier que je vais planter en les espaçant d'une trentaine de centimètres. Donc je vous dis, ça revient à faire des pokés en fait, des pokés en pot. Là, je suis en train de planter des petits pois. Alors j'ai installé un grillage qui fait 1,20 m de haut parce que ce sont des petits pois grimpants. Et alors les petits pois, comme beaucoup de légumes, je les sème en pot. Et alors du coup, pour les planter, on va les espacer plus. Au lieu d'espacer chaque petite graine de 2 cm, eh bien on va espacer chaque pot de 30 cm. Alors 30 cm c'est facile, ça fait la largeur de ma main, ça fait 20, ma paume ça fait 10. Donc là, ça fait 30. Donc là, je vais creuser un petit trou pour le mettre. Alors je les ai semés il y a 3 semaines à peu près. Ouh là, ouais, on voit qu'il était temps de les planter parce qu'il y a les racines qui commencent à faire un chignon déjà. Donc ça, c'est pas très bon pour le plant. Bon, c'est pas très gênant non plus si on n'attend pas trop. Alors il vaut mieux l'arracher, hein, c'est très facile à arracher. Ça fait pas du tout de mal aux racines, hein, contrairement à ce qu'on croit souvent. Les racines, elles se reconstituent très facilement. Ça leur évite de partir en tournant. Alors là, ce sont mes plants de tomates qui sont éclairés avec une rampe à LED, comme ça. Alors je me suis amusé à faire le calcul pour voir si ça revenait cher ou pas. Donc mettons que pour quelqu'un qui sèmerait ses tomates au 15 mars et qui les planterait au 15 mai, donc ça fait 2 mois. Et je me suis amusé à faire le calcul, donc pour 2 mois d'électricité, ça fait 25 watts à peu près, eh bien il en revient seulement à 3,60 €. Donc autant dire une broutille. Donc il n'y a pas de raison de se priver. Donc là, avec un éclairage artificiel, les plants, ça n'a rien à voir avec des plants qui auraient été mis près d'une baie vitrée. Là, ils ne sont pas étiolés du tout. Ils sont bien trapus, la tige est courte, épaisse, le feuillage est d'un vert bien foncé, qui tire un petit peu sur le violet par endroits. Les plants font une douzaine de centimètres, ils commencent à dépasser de leur bouteille. Et d'ailleurs, ça va bientôt être le moment que je remonte un petit peu le niveau du terreau. Vous savez que les tomates, elles ont la propriété de faire des racines sur toutes les parties de tige qui sont enterrées. Donc en remontant le niveau du terreau, eh bien, ça va permettre aux plants de faire plus de racines et puis d'être plus forts. Alors le gros avantage de mettre ces plants de tomates dans des caisses en plastique transparent comme ça, c'est que ça permet de les transporter facilement entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Et quand il y a des belles journées comme ça aujourd'hui, ça permet d'éteindre la lumière à LED et puis d'utiliser la lumière du soleil. C'est encore mieux pour les plantes. Alors s'il fait frais, on peut utiliser un couvercle comme ça qui s'adapte sur les caisses. Donc suivant la température extérieure, soit on fermera complètement. Mais là, il faut faire attention parce que ça chauffe très vite. Donc moi, je laisse toujours un petit peu entrouvert. Et donc, suivant les journées, plus ou moins entrouvert. Alors une belle journée comme aujourd'hui, on n'a pas du tout besoin du couvercle. Alors il faut savoir que les plants de tomates, eh bien, ils s'arrêtent de pousser, ils s'arrêtent de grandir quand la température baisse en dessous de 15 degrés. Donc dès qu'il fait 15 degrés dehors, aujourd'hui là il doit faire à peu près 18, ou dès qu'on arrive à avoir les 15 degrés grâce au couvercle, eh bien on va pouvoir les sortir dehors. Et dans l'autre sens, alors au niveau du froid, eh bien, il faut savoir que les plants de tomates, ils risquent d'avoir des dommages irrémédiables quand les températures la nuit baissent en dessous de 5 degrés. Donc quand on voit que ça baisse en dessous de 8, 6 degrés, eh bien il vaut mieux rentrer la caisse à l'intérieur, ce qui est très simple à faire puisque tout est dans une seule caisse. J'ai installé la serre de balcon assez tardivement cette année parce que on a eu là dans les semaines passées une période vraiment très venteuse et donc c'était vraiment impossible de l'installer. Là maintenant ça va mieux. Alors une belle journée ensoleillée comme ça, il faut surtout pas fermer la porte, il faut laisser ouvert, sinon pareil, vu le petit volume de cette serre de balcon, la surchauffe elle est vraiment très rapide et les plants ils résisteraient pas. Alors pour ceux qui doivent partir travailler le matin et qui savent pas trop si le soleil va taper ou pas, et bien dans le doute, il vaut mieux ouvrir la porte pour rien plutôt que de laisser fermer et puis de rentrer le soir et de retrouver tous ces plants grillés.
Mon engrais vert préféré, c'est la féverolle. Alors la féverolle, je l'aime bien parce que d'abord c'est une légumineuse, c'est-à-dire que c'est une plante qui va enrichir le sol en azote. Ensuite c'est une plante qui résiste au gel, elle peut résister jusqu'à -15 degrés. Et surtout, c'est une plante qui peut se semer très tard dans la saison. Là, moi, je l'ai semée début novembre, ce qui permet d'attendre que les cultures précédentes soient terminées. Alors là, elle fait à peu près 60 cm de haut. Elle n'est pas tout à fait en fleurs, mais il manque pas grand-chose. Et je vais devoir la faucher maintenant parce que j'ai besoin de la place sur cette parcelle pour planter des pommes de terre. Alors il y a plusieurs moyens pour terminer un engrais vert. Le premier moyen, c'est tout simplement de l'arracher. Alors le risque là, c'est que les racines elles viennent avec, et c'est toujours dommage de ne pas laisser les racines se décomposer dans le sol. Le deuxième moyen, c'est de les faucher. Alors les faucher, c'est-à-dire les couper au ras du sol, mais l'inconvénient c'est que ça risque de repousser, surtout pour des engrais verts de la famille des graminées comme le seigle ou l'avoine. Et alors il y a un troisième moyen qui est de les coucher, de les écraser en quelque sorte. Alors le gros avantage de ce moyen, c'est que ça évite les repousses, parce que la plante qui est blessée, eh bien elle va essayer de guérir, elle va essayer de se renforcer, et du coup elle va s'épuiser et puis elle va finir par mourir. Voilà, là c'est la féverolle que j'avais aplatie il y a quelques jours, là je vous avais montré ça. Et là, comme je suis un peu à la bourre cette année, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt, fin février, début mars. Mais comme j'étais occupé à écrire un nouveau livre, j'ai laissé un peu le potager sans m'en occuper. Et donc du coup, là maintenant, c'est le moment de planter les pommes de terre. Et donc il faut que j'accélère un peu, donc je suis obligé d'arracher ça à la main. Je ne peux pas attendre que ça sèche. Mais c'est pas grave, donc je vais les arracher à la main, ces féveroles. Je vais les mettre de côté, et ce qui va me permettre de planter les pommes de terre. Et après, je vais tout repailler avec les féveroles, parce que je pratique la culture de pommes de terre sous paillis. Voilà, là j'ai terminé d'arracher la févrole sur cette zone-là. Alors l'avantage de la févrole, c'est que c'est une plante qui s'arrache très facilement et qui fait des grosses tiges carrées, là, mais c'est des tiges creuses, là, ce sont des tiges vraiment très molles. Et l'avantage par rapport à d'autres engrais verts, c'est qu'elle ne repousse pas une fois qu'elle est arrachée. Alors je vais en profiter pour passer un petit coup de grelinette. Alors non pas que ma terre soit dure ou compacte, regardez, ça rentre comme dans du beurre. Mais là on voit la terre, elle est très grumeleuse là grâce aux engrais verts et grâce à la couverture du sol que je fais depuis des années, toute l'année. Donc la raison de la grelinette, c'est pas d'ameublir la terre, elle en aurait pas besoin, les pommes de terre elles pousseraient très bien là-dedans. La raison c'est que j'ai des mulots, des mulots c'est des petites souris, hein, c'est tout petit, et ils creusent plein de galeries à travers mon potager. Et après, ça fait qu'il y a soit il y a l'eau qui s'infiltre dedans. Alors ils ne s'attaquent pas trop aux cultures, hein, ils ne grignotent pas les cultures, ces mulots. Mais ces galeries, ça fait infiltrer l'eau, ou des fois il y a les racines des plantes qui n'arrivent pas à se développer parce qu'elles butent dans du vide en fait. C'est truffé de petites galeries de mulots. Et donc avec la grelinette, ça va me permettre de casser ces galeries. Alors l'avantage de la grelinette, c'est que ça va super vite. Surtout la mienne, là c'est une 5 dents là, que j'ai, donc elle fait une bonne largeur et avec ça, ça me permet vraiment d'aller très très vite. De ce côté, c'est un petit peu plus compact, parce qu'on s'approche du bord du potager, là où avant il y avait une haie de buis, avant qu'elle soit mangée par la pyrale du buis. Mais bon, c'est tout à fait acceptable quand même. Là, je suis en train de remettre les tuyaux d'irrigation du goutte à goutte là, que j'avais mis de côté pour passer la grelinette. Alors ici à Toulouse, là, on est obligé d'avoir ça en été au potager parce que ici en région toulousaine, il se passe 3 mois, là, juin, juillet, août, septembre même, sans une goutte de pluie. Donc si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir de potager ou alors c'est la corvée d'arrosage tous les soirs. Donc là, je les remets. Et en plus, ça va me servir de guide pour faire les lignes de pommes de terre. Donc là, j'ai mes pommes de terre précoces, là, variété Osiris. Donc pour faire la méthode de plantation de pommes de terre sous paillis en surface, je vais simplement les déposer à la surface de la terre. Donc
Donc là, mes tuyaux d'irrigation, ils sont espacés de 40 cm et je vais faire 2 lignes de pommes de terre espacées de 60 cm. Parce que j'ai remarqué que sur mon terrain, 60 cm, c'était le bon espacement pour les rangs de pommes de terre. Bon, il y en a qui font un peu moins, il y en a qui vont jusqu'à 75. Chez moi, 60, c'est bon. Et après, les bulbes sur le rang, je vais les espacer de 25-30 cm à peu près, parce que j'ai vu que c'est ce qui marchait bien aussi pour mon terrain. Donc ma main elle fait 20 cm, donc je rajoute un petit peu, voilà. Encore un. Alors je les pose comme ça vient, il y a des germes de tous les côtés normalement. Voilà, ça va vite. Là j'ai déjà terminé le premier rang. Alors 60 cm plus loin, ça veut dire que ça fait 3 écartements, 1, 2, 3, donc ça fait juste à côté de cette ligne. Voilà, tous les 25-30 cm. Allez, un dernier là-bas. Voilà, ceux-là, je les garde pour les mettre à un autre endroit. Et maintenant, il va suffire tout simplement de recouvrir ces rangs, donc sans marcher dessus si possible, avec le paillis et les résidus de févrole d'engrais vert que j'ai retirés juste avant. Voilà, donc je commence par le paillis le plus sec en premier. Alors au début, je ne mets pas une épaisseur trop grosse parce qu'il va falloir que les tiges de pommes de terre, les germes qui vont sortir là, il va falloir qu'ils traversent ce paillis. Alors c'est pas du tout un problème, hein, du moment que le paillis n'est pas trop épais, pas trop épais plutôt, en bon français. Et donc après, je vais terminer par une petite couche de cette févrole qui est un peu plus fraîche. Je préfère mettre les matières fraîches toujours en dernier pour éviter que ça entre en fermentation quand c'est enterré par manque d'oxygène. Là, on est devant mon bac à réserve d'eau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle le principe. C'est comme ici à Toulouse, on a des étés tellement chauds que pour cultiver des salades et des radis et avoir une terre qui soit constamment humide, c'est vraiment mission impossible. Donc j'ai fabriqué ce bac qui possède un fond étanche avec une bâche noire, une bâche à bassin. C'est complètement étanche. Bon, il y a un bouchon de vidange pour l'hiver qui est ouvert en ce moment, mais que je ferme en été. Et je le remplis avec de l'eau dans ce tuyau-là. Par ici. Alors, habituellement, tous les ans, au mois de février-mars, je commence à faire les premières plantations de salade. Mais cette année, quand j'ai mis la main dans la terre, elle m'a paru bizarre, la terre. Elle était spongieuse. Elle avait une texture qui n'était pas comme d'habitude, très compacte. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait avec cette terre. Alors il faut dire que là on est loin d'un sol vivant, hein. Les vers de terre ne peuvent pas rentrer, etc. etc. C'est vraiment un cas très particulier de culture uniquement pour avoir des salades en été et en pouvant s'absenter, partir en vacances sans problème. Donc pour remédier à ce problème de terre là qui s'était transformé au fil des mois, eh bien je me suis dit je vais pas planter de salade tout de suite. Ce que je vais faire, eh bien j'ai semé un engrais vert très rapide qui est la moutarde. Alors la moutarde, voilà, j'ai semé à la volée, on voit qu'elle a déjà germé, là il y a des petites plantules un peu partout. J'ai juste eu le temps de faire un semis de radis ici, on va voir ce que ça donne, mais j'en donne pas très cher. Mais sinon j'ai semé de la moutarde partout. Alors là j'ai mis un voile déjà d'une pour accélérer la levée de la moutarde, ce qui est fait maintenant, je pourrais l'enlever, mais et surtout pour éviter que les chats du quartier viennent gratter la terre, parce qu'une jolie terre comme ça, ça leur fait vraiment envie. Donc cette moutarde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a des racines qui vont descendre très rapidement dans la vingtaine de centimètres de profondeur de ce sol. Ces racines, elles vont coloniser la terre. Ensuite, la moutarde, quand elle fera ça de haut à peu près d'ici un mois et demi, je vais la couper à ras en laissant les racines dans la terre. Les racines vont se décomposer et les espaces vides créés par la décomposition des racines, ça va permettre à l'air de circuler, à tous les microbes, les bactéries, les champignons de revenir à la vie. Et donc j'espère vraiment que ça va permettre de régénérer ce sol. Et bien sûr, je vais utiliser la partie aérienne de la moutarde, les tiges,
Et les fleurs, si elle est en fleurs quand je la coupe, je ne sais pas encore, pour couvrir le sol, pour pailler le sol. Et en se décomposant, pareil, ça va apporter déjà de l'azote au sol, la verdure en se décomposant, et puis un peu de carbone avec la cellulose qui est contenue dans les tiges. Voilà, ben après une journée bien remplie au potager, j'aime bien me poser un peu et remplir mon cahier de jardin. Alors ce que je fais en général, je compare avec le cahier de l'année dernière. Alors je vais vous montrer par exemple ce que je remplis pour les petits pois qu'on a vus, que j'ai plantés tout à l'heure. Alors voyons, dans celui de l'année dernière, qu'est-ce que j'avais noté pour les pois? Alors là j'avais fait plusieurs semis échelonnés. Et on voit que la première récolte qui avait été faite vers la mi-mai, j'avais marqué qu'il y avait surproduction, c'est-à-dire j'avais fait 12 pots, l'année dernière c'était trop, j'avais trop récolté. Donc c'est pour ça que cette année j'en ai fait 8. Et après j'ai vu qu'à partir de début juin, il y a de l'oïdium qui est arrivé sur le feuillage des pois. Donc cette année je vais faire attention, je vais peut-être faire un traitement préventif 2 semaines avant au bicarbonate de soude. Alors maintenant je vais noter dans le cahier de cette année le semis d'aujourd'hui. Donc je vais à l'onglet P comme pois, voilà, panais, poireaux, pois. Alors je vais noter 2 choses. Je vais noter la plantation qu'on a fait. Donc on est début avril, voilà. Donc j'ai planté 6 pots de pois et dans la foulée j'ai fait un semis pareil de petits pois et j'ai fait 6 pots également. Tout ça début avril. Voilà, et au fur et à mesure, là je noterai ce que je sème, ce que je plante, et dans la colonne de droite, les soins et les récoltes. Et là j'ai quelques petites infos supplémentaires sur la planification, sur la profondeur du semis, l'espacement des graines, l'espacement des rangs, la température, etc. Donc si ça vous intéresse, un cahier comme ça, il est toujours disponible sur mon site internet. Alors je vous ai mis le lien dans la description qui se trouve sous la vidéo. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai des espèces de cadres là que vous avez peut-être aperçus aujourd'hui dans la vidéo. Des drôles de cadres en bois là. Qu'est-ce que ça peut bien être? À quoi ça peut servir? Combien est-ce que j'en ai fait? Eh bien, vous découvrirez tout ça dans la prochaine vidéo. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, et je vous dis à bientôt. Salut!